Salut Daniel, Salut Richie, bienvenue dans l'émission Native. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous. merci de me recevoir. Ça fait un moment qu'on parle sur Instagram. C'est sympa de se voir en vrai. Je resitue un petit peu ton profil. Tu as 31 ans, tu as moins d'un an d'Alia. Ouais. Tu Un an habites tout. un an tout pile. Ouais, Mazel tov. Mazel tov. Un an, tu habites à Tel Aviv. Tu me dis si j'ai bon, hein. Et tu es orthodontiste et tu exerces à Ranana. exactement. J'exerce à Ranana depuis à peu près 6 mois, 6-7 mois. En fait, quand je suis arrivé, j'ai pris genre 4-5 mois complètement off avant de trouver un travail, de faire le temps de faire de l'ulpan. Et après, j'ai commencé à travailler là-bas et maintenant, je suis associé dans le cabinet. Ah bah, avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit récap d'où tu viens et pourquoi l'Alia? Alors bon, comme tu as dit, je m'appelle Daniel, j'ai 31 ans. Je suis en Israël depuis 1 an. J'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études à Paris de dentaire et d'orthodontie, la spécialité d'orthodontie à la Pitié-Salpêtrière. J'ai travaillé en centre, en cabinet, enfin un parcours vraiment très classique de dentiste. Mais ça fait 10 ans que j'ai Israël en tête et que je me dis, quoi qu'il arrive, il y a un moment où je viendrai en Israël. Et comme beaucoup, les dernières années sont passées et on fait que renforcer en moi cette envie de venir. Pourtant, dans un pays en guerre, c'est dur à comprendre souvent quand on en parle avec les patients israéliens qui ont du mal à saisir ce truc de pourquoi tu viendrais dans un pays qui est en guerre depuis sa création. Et finalement, tu parles quelques minutes et ils comprennent très bien pourquoi. Et donc, je suis arrivé il y a 1 an. J'ai fait un compte Instagram sur lequel, au début, je partageais surtout des avant-après de patients parce que je trouvais ça intéressant de parler d'orthodontie. Et finalement, quand j'ai commencé à parler un peu de ma vie au quotidien ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de curiosité de la part des dentistes français. Et je me suis dit: «Bon, ben, vas-y, je vais en parler plus souvent». Et comme ça, je rencontre beaucoup de gens sur Instagram, dont toi. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que les patients aussi viennent à moi. Et pourquoi Daniel, toi tu avais exercé déjà en France? Ouais, bien sûr, j'étais, Et, à la fois salarié en centre et aussi indépendant en cabinet. et pourquoi tu as créé ce compte Instagram que lorsque tu étais en Israël? Parce que les patients, tu aurais pu aussi leur parler en France. Alors en fait, c'était un compte, qui dormait en France, qui existait, où j'avais publié quelques trucs. Et en Israël, je m'étais dit: «Bon, ben, le système est tel, il y a pas Doctolib». Doctolib n'est pas adapté, ici au système de santé. Donc je m'étais dit: «Bon, un bon moyen de trouver des patients, de réussir à atteindre des patients, c'est peut-être de montrer mon travail, avec des avant-après». Donc j'ai juste réactivé le compte et finalement je poste plus aucun, avant-après depuis quelques. Et justement, alors, quand tu es arrivé, comment ça se passe quand on arrive, quand on a une certaine expérience en tant qu'orthodontiste en Israël? Comment tu fais pour trouver en fait un cabinet, tout simplement? En fait, tu as plusieurs modes d'exercice possibles en tant que dentiste ou qu'orthodontiste, en Israël. La première des possibilités, la plus courante souvent quand on arrive, c'est la coupa Trolim. Tu arrives en coupa Trolim, tu es salarié, tu es payé aussi au pourcentage de ton chiffre d'affaires. C'est un peu comme un centre en France, un peu comme un centre dentaire. Le problème, c'est que quand tu as goûté à la qualité et au confort du cabinet en France, c'est dur pour toi, enfin pour moi en tout cas ça l'était, d'aller travailler dans une structure où tu décides de pas grand-chose quand tu arrives, où l'organisation elle est particulière quand tu parles pas hébreu et que tu viens de débarquer, tu comprends pas trop. Tu as un directeur des dentistes, un directeur des assistantes, tu dois poser tes jours, etc. C'est des choses dont on n'est pas habitué quand on est dentiste. Donc je me suis dit bon, rapidement, la coupe Trolim, c'est pas pour moi, mais il y a beaucoup à qui ça convient. Tu as un autre système sinon qui est de louer un fauteuil et de créer une activité dans un cabinet d'omnipratique existant. Ça semble plutôt attractif au départ parce que tu te dis: «Bon, je vais avoir mon confort, je vais réussir à faire mes plans de traitement et cetera». Mais après, tu te poses la question de: «Mais les patients, ils vont venir d'où?» Bon, bah, comme je te dis, il y a pas Doctolib ici, donc se faire connaître, tu arrives, tu es personne. Tu as beau avoir eu une belle activité en France, être bon dans ce que tu fais, le moyen de récupérer des patients est très compliqué. Donc finalement, je me suis dit: «Bon, je vais arriver avec un fauteuil d'orthodontie dans un cabinet qui existe et qui fait de l'omnipratique. Ça va pas être intéressant pour moi, je vais perdre du temps plus qu'autre chose». Donc j'ai mis ça de côté aussi. Tu as un autre truc qui est les centres, un peu des centres comme des centres mutualistes. Ça veut dire les patients viennent avec leur mutuelle dans le centre qui appartient à la mutuelle et il y a du monde, il y a des patients, mais tu travailles pour vraiment pas grand chose. Alors tu vois beaucoup de patients, Ça, c'est mais Coupe Patrolling? intéressant. C'est pas les copatrolines, c'est vraiment des centres qui appartiennent à des assurances privées. Tu Ah travailles d'accord, pour des sources, oui, ok. et pareil, l'organisation, elle me plaisait pas du tout. J'avais fait pas mal d'entretiens avec eux et je m'étais dit: «Bon, pareil, c'est trop différent de la vie de cabinet». Et après, dans mon cas, en orthodontie, l'autre moyen, c'était de trouver une collaboration, un salariat,
où tu aides, un mec qui a un cabinet avec beaucoup de patients pour gérer un peu le flux de patients et c'est là où j'ai eu la chance, d'atterrir à Ranana. C'était dans ce cadre initialement que j'ai commencé à travailler. OK, d'accord et juste cette recherche, ça a pas été trop de pression et combien de temps ça a pris? Globalement, ça a été assez rapide, mais en fait, les déceptions et les claques étaient tellement violentes à chaque fois que je rencontrais, des propriétaires de cabinets ou de coupe-à-trolling ou de centres, que dans ma tête, ça semble long, mais en termes de durée, ça a dû durer 1 mois pour trouver un travail. Ça va 1 mois, mais 1 mois très actif à vraiment te prendre beaucoup de grosses déceptions. En fait, à chaque fois, tu rencontres quelqu'un, tu te dis: «OK, là, ça va être la bonne rencontre. C'est celle qui va m'ouvrir pas mal de portes professionnellement» et finalement, tu te rends compte qu'il y a rien qui va se passer et que les mecs, ils veulent te sous-payer et toi, tu pas prêt à ça en arrivant. Donc petit à petit, ça m'a permis de comprendre ce que je voulais pas surtout, jusqu'à ce moment où, une rencontre en conduisant à une autre et cetera, je rencontre, via une copine en France, Joël, qui travaille dans une boîte, de matériel dentaire. Elle me présente son collègue, en Israël qui est ici et on match tout de suite et en finissant le café qu'on boit, il me dit: «Compte sur moi, je vais te trouver quelque chose qui va te plaire». Donc je le remercierai jamais assez puisque 2 jours après, il me dit: «Regarde, j'ai rencontré un ortho avec qui je travaille. Il cherche un jeune pour, l'aider à gérer le flux de patients. Est-ce que tu peux aller le rencontrer cette semaine?» Je suis allé à Ranana, ville que je connaissais pas du tout. Je suis allé, dans la semaine, on s'est rencontrés et ça a été, comme un peu un coup de foudre amoureux, mais version, professionnelle. Ouais. Alors, ce que tu as dit 2 points qui sont extrêmement importants et c'est intéressant parce que dans l'émission Native, on essaye d'avoir un focus sur le parcours métier et l'expertise de chacun et en réalité, ça ressort malgré nous, l'histoire et l'ADN d'Israël parce qu'il y a 2 choses que tu as dit. Si ça a pris seulement 1 mois, effectivement, c'est que je pense aussi, c'est que tu n'as pas eu peur de prendre des no-go, des illusions aussi et j'imagine que ça a été intensif pendant 1 mois. Si tu me dis que tu as eu plusieurs, frustrations comme ça, forcément tu as dû te bouger et ça c'est Israël en réalité. En Israël, si tu te bouges, s'il y a Ouais. pas tout l'assistanat qu'il y a en France et cetera, mais si on se bouge, assez rapidement, les résultats peuvent, Il y se a 2 voir. choses. Il faut se bouger et il y a aussi de l'aide, que je ne pensais pas recevoir en arrivant. Honnêtement, j'avais pas du tout cette idée que j'allais trouver, un commercial dans une boîte qui allait me prendre, très sérieusement, dans ma recherche d'emploi et ça, je pense pas honnêtement qu'en France, ça puisse exister à ce point. En France, j'ai toujours aussi été aidé par les commerciaux et c'est grâce à eux souvent qu'on trouve des super postes. Mais là, la façon dont il y a eu cette connexion de: «Bon, bah, tu es je l'ai été il y a 30 ans, compte sur moi, on va y arriver, on va te trouver un truc qui te correspond». Il y a quand même aussi cette dimension de, d'humilité. D'humilité, on se prend des, C'est encore une fois, voilà, des no-go et en plus, il faut demander de l'aide aussi. Alors en France, c'est pas trop dans la culture et ouais, aussi bon, Daniel, c'est quelqu'un de plutôt sympathique, donc je pense qu'il t'a pris en affection. C'est ce que peut-être tu voulais dire? Il t'a pris en affection, ouais. Ouais, ouais et cette question d'humilité, dès le départ, quand tu arrives, tu es obligé de le faire. Enfin, tu es obligé de faire ce travail en amont, avant ta recherche d'emploi, je pense, et avant ton alia de toute façon, d'humilité et de mise sur le côté d'ego parce que tu vas devoir demander de l'aide, tu vas devoir passer par des trucs dont tu n'as aucune idée de ce qui va se passer par la suite. Donc oui, mettre son ego de côté, avoir de l'humilité et c'est le seul moyen pour rentrer dans un état d'esprit tel que tu n'es pas frustré. Quand j'ai commencé à travailler, à Ranana, j'ai pas cherché à négocier quoi que ce soit en termes de salaire et pour Alors autant justement, on va venir. Donc tu rencontres ce fameux Ernesto. exactement. Ernesto, il a, 70 ans. Il y a vraiment rien, dans la vie qui est censé, nous mettre, en contact les 2 et pourtant aujourd'hui, on est associés depuis, presque 2 mois. Lui, il est né en Argentine, il a fait, 15 ans en Israël, 25 ans au Venezuela. Il est re-rentré en Israël, il y a 15 ans. Il a ouvert ce cabinet à Ranana avec sa femme, Maria, qui travaille avec nous, qui est genre la directrice, du cabinet et je vais le rencontrer et il est au Lehadash aussi puisqu'il vient d'Argentine initialement et je sais pas, il s'est passé un truc quand je suis rentré dans le cabinet, un genre de je me suis senti à l'aise directement, j'ai vu l'équipe. Il y a Iris qui est, belge d'origine qui m'a aidé comme personne ne m'a aidé depuis que j'ai fait l'ALIA. Il y a une autre assistante argentine, 2 autres israéliennes. Tout le monde sourit, tout le monde rigole et surtout je vois comment les patients s'adressent à Ernesto et comment ils le regardent avec une telle bienveillance et une telle sympathie. Je me dis: «Non mais
s'ils acceptent que je travaille ici, c'est ici que je vais travailler et c'est ici que je vais évoluer parce que c'est trop bienveillant. C'est pas bling bling comme on peut voir, parfois des cliniques, dentaires sur Instagram ou autre. Il y a rien de tout ça. Mais il y a une telle, sincérité dans la relation qu'il a avec les patients et avec l'équipe. Je me suis dit: «Il faut absolument que je sois ici». Et donc tu signes le soir même Le soir même. Le soir même et je où commence, tu le jour au lendemain. il t'a rencontré, le jour même de la rencontre, il t'a proposé, Ouais. quelque chose? C'est des choses qui arrivent pas souvent, je pense. Alors, je parle avec beaucoup de dentistes qui ont fait leur ALIA, récemment ou il y a plusieurs années et c'est vrai que ça fait partie des opportunités qui se présentent rarement, mais je pense aussi que ça résume bien Israël. C'est-à-dire que professionnellement, peut-être que les opportunités, il y en a moins. Elles sont même sûrement, ouais, sûrement plus rares, mais quand elles se présentent, peut-être qu'elles sont plus grandes. Je sais que l'opportunité que j'ai eue à Ranana avec ces gens-là, avec cette équipe, jamais en France je l'aurais eu. Et alors donc tu fais combien de temps de transport pour aller à Ranana tous les jours? Ça me prend environ 1 heure et quelques, aller, 1 heure et quelques retour. Et à Paris, le confort, bah, si tu dois un petit peu, alors tout le monde dit: «Il faut pas comparer», il faut surtout pas comparer, mais justement, mais là, on va faire exprès de comparer. Si tu dois comparer le confort que tu avais et que tu as aujourd'hui, au sens général du terme, aussi bien en termes de cabinet, même Il y de a un truc rémunération. évident, déjà, dans le confort, c'est la langue. Je suis arrivé, j'avais des notions d'hébreu, évidemment, je suis pas arrivé, les mains dans les poches, j'avais pas mal bossé l'hébreu avant d'arriver. Mais en fait, quand tu arrives devant un patient qui a 12 ans, heu et qui parle super vite, tu peux avoir pris, des centaines d'heures de cours d'Ulpan, tu ne peux pas communiquer avec lui et quand il y a son père qui a un accent yéménite qui commence à ou son grand-père qui l'accompagne, qui commence à te parler et te poser des questions, déjà ça, c'est un inconfort auquel tu peux pas penser initialement. Donc, le confort de la langue, déjà, il est énorme. Le soir, je rentre à la maison et surtout au début, là, de moins en moins avec le temps, mais je rentre chez moi, je vois quasiment autant de patients qu'en France, donc ça, c'est une grande chance que j'ai ici. Mais je suis dans un état, enfin, je suis dans un niveau de fatigue que je n'ai jamais connu et pourtant, j'ai des assistantes merveilleuses, j'ai les secrétaires, au top. Tout est simple, les traitements roulent et pourtant, la barrière de la langue, qui n'est plus une barrière aujourd'hui, mais elle fait que ça te casse. Donc déjà ça, en termes de confort, tu pourras difficilement faire plus. Et tu parles pas d'un sujet majeur, c'est quand on ne prend pas forcément au sérieux et on demande de voir le vrai docteur. Ça, c'est évidemment, mais ça fait partie du jeu et c'est très dur à accepter les premiers mois jusqu'à aujourd'hui même. En fait, tu as, je dirais 98 des patients qui, quand ils voient un jeune, spécialiste, ils sont au début un peu, sur la réserve parce qu'ils se disent: «Bon, c'est bizarre d'être spécialiste à 31 ans», puisque eux, ils ont l'armée, enfin, ils ont pas l'habitude de voir des spécialistes et finalement, quand tu commences à travailler, à faire les soins à leurs enfants et cetera, ils te font confiance et ils comprennent que bon, tu es sérieux et rigoureux. Tu as quand même 2 d'entre eux qui, quoi qu'il arrive, ne voudront pas que tu soignes leurs enfants ou ne voudront pas que tu les soignes eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le vrai docteur. Ils veulent ils ont pas cette c'est toujours comme ça, même à Paris, j'avais travaillé chez des dentistes beaucoup plus âgés que moi. Bon, je comprends, j'entends, c'est pas grave, je ravale ma fierté, je continue de mettre mon ego de côté et je continue la journée et le patient d'après, habituellement, ça se passe super bien et tout le monde est sympa et on rigole et puis voilà. Mais il y a toujours ce truc du mec qui va te dire: «Non, non, je veux le vrai docteur, pas toi». Et tu vois, je fais une petite, digression par rapport à ton parcours, hein. Tu vois, ça fait 15 minutes là qu'on est ensemble. Il y a une donnée sur l'ALIA qui est extraordinaire et encore faut-il, l'accepter si on veut vraiment bien s'intégrer. C'est cette notion d'humilité. Aussi bien au cours de ta recherche et tu pourrais te dire: «Ça y est, j'ai trouvé, je suis associé, je suis au top», mais en réalité pas du tout, c'est jamais terminé et il y a toujours ce travail d'humilité. C'est jamais terminé et tu t'en rends compte au fur et à mesure des jours parce que plus le temps passe et plus j'ai des discussions intéressantes avec les patients puisque mon hébreu s'améliore et plus j'apprends aussi à connaître l'équipe et en fait, je suis tout jeune dans le pays. Je suis jeune en tant que dentiste, j'ai que 31 ans. Ça fait 6 ans que je fais de l'orthodontie, mais c'est rien dans une carrière. Et au-delà de ça, j'apprends tellement au quotidien sur tout, pas en termes d'orthodontie, mais sur la culture, sur, l'histoire des gens, sur l'histoire du pays, sur la politique, en fait, on ne sait rien en arrivant ici et ça prend des années, si ce n'est des dizaines d'années avant de se sentir complètement intégré dans le pays. Justement, si on parle un petit peu plus de, la différence en tant qu'orthodontiste en France ou en Israël.
Bah, si, tu as rapidement un top 3 des différences un peu flagrantes, c'est La différence première, évidemment, c'est les prises en charge de la sécurité sociale. En France, tout patient de moins de 16 ans a une prise en charge sécurité sociale sur son traitement d'orthodontie. En Israël, c'est pas le cas. En Israël, moi, au cabinet, je travaille 100 en privé. Alors si tu as une, assurance, privée, ben, ça peut marcher parfois, et encore. Et sinon, c'est 100 de leur poche. Mais ça, les patients israéliens, ils sont très au courant de ça. Ça veut dire, dès le départ, ils savent que bon, j'ai 3 enfants, un traitement d'orthodontie, en moyenne, ça va me coûter tant, et ben, je sais qu'il y a un moment, je vais devoir les payer. Si tu peux pas te le permettre, ce qui est complètement, aussi normal, bah, tu vas te faire soigner en coupe où il y a quand même un reste à charge, mais qui est beaucoup, moins important. Globalement, le traitement d'orthodontie en privé, il est peut-être 30 à 40 plus cher qu'en coupe-à-Trollim. Et et pourquoi? Parce pourquoi que les gens ils aussi vont pas en coup de patronyme alors? Pourquoi ils vont pas l'expérience patient en coupe-à-Trollim, elle est assez compliquée parce que en fait, c'est à la chaîne, beaucoup plus qu'en centre dentaire. Tu pas sûr de toujours voir le même, orthodontiste, et pour avoir des rendez-vous, les délais sont très longs. Beaucoup d'annulations, le matériel, c'est peut-être pas forcément le même que celui qu'on peut utiliser en privé. Donc globalement, on a beaucoup de patients au cabinet qui étaient suivis en coupe-à-Trollim et qui viennent ensuite en privé puisqu'ils ont tenté l'expérience pour des raisons que je comprends totalement, qui est un prix 30 à 40 moins cher, mais finalement, ils se rendent compte que le traitement, il va être à la rallonge et ils finissent en privé. OK, mais même, c'est-à-dire que même si on passe par la coupe patronyme, c'est entre guillemets «seulement» 30 à 40 moins cher, mais il faudra payer quand même, En privé, dans le cabinet, il y a d'autres cabinets où ça sera peut-être, beaucoup plus cher, ou beaucoup moins cher, par rapport au privé. Mais oui, oui, il y a quand même un reste à charge, qui est important en coupe-à-Trollim pour l'orthodontie. et si tu as encore 2 autres petits exemples comme ça, de différence France-Israël? Le moyen de récupérer des patients, de que les patients arrivent à nous, ça c'est énorme. En France, quand tu es, dentiste, que tu as fait l'internat, tu as le titre de spécialiste qualifié. Donc en fait, tu ouvres un Doctolib, immédiatement ton nom apparaît dans orthodontiste. Il y en a pas énormément. Donc quoi qu'il arrive, les patients, tous les jours, il va y avoir des nouveaux rendez-vous qui vont arriver. En Israël, c'est pas du tout le cas. Doctolib est pas adapté au système de santé israélien du fait de l'existence des coupatrolim. Et donc, en fait, pour réussir à avoir des patients, ça va être beaucoup de communication, soit sur les réseaux, soit à la télé, et beaucoup de bouche à oreille. Et c'est pour ça qu'on te dit toujours quand tu fais ton alia, non mais créer une patientèle, ça prend plusieurs années. Et c'est vrai, Ernesto, le cabinet à Ranana, ça a pris des années avant qu'il réussisse à avoir une bonne communication et que le bouche à oreille se fasse tout seul, si bien qu'aujourd'hui, le téléphone, il sonne toute la journée, mais parce que c'est des recommandations d'anciens patients. Donc ça, c'est une grosse différence aussi. La non-existence de Doctolib, je pense qu'elle est massive, la différence que ça fait par rapport à la France. OK. Et un dernier point, Un une dernier différence. point, là comme ça, Alors ça veut dire qu'au final, c'est pas si différent que ça, voilà, il y a quelques différences, mais au faut final, c'est aller les pas chercher les différences, quoi. faut aller les chercher à partir du moment, alors le prix des traitements aussi peut-être. Le prix des traitements France-Israël, le traitement d'orthodontie en Israël est moins cher qu'en France. En revanche, le reste à charge Heureusement. pour le Et comment patient, tu expliques ça? soit peut-être en France on est trop cher, soit en Israël on n'est pas assez cher. En tout cas, le reste à charge pour le patient est plus important en Israël. Donc c'est ce qui compte. Au final, ce qu'on regarde quand on est patient, c'est Ah son oui. reste à charge. C'est pas la totalité du coût. Donc, je dirais oui, en France, le traitement est plus cher, mais mieux remboursé. Donc ça, c'est une différence aussi assez importante niveau patient. Alors j'ai Et beaucoup de patients qui, me contactent sur, Instagram notamment, et qui me disent: «Bon, comment on fait? On a commencé le traitement où je vais faire mon alia, ma fille a 12 ans, est-ce que je devrais pas commencer le traitement en France pour être remboursé par sécu, mutuelle, et finir en Israël?» Bah non, en fait, tu multiplies les coûts, donc tu ne commences pas ton traitement en France si tu comptes faire ton alia. c'est notamment valable pour les enfants, mais également pour tout type de traitement sur la durée. Ouais, complètement. Vaut mieux attendre d'être en Israël et au moins, voilà, on attaque le sujet, Exactement, ça sert à rien de prendre ce truc. En plus, c'est ce que je dis souvent aux parents, c'est: tu vas arriver en Israël, tu vas avoir les inscriptions à l'école, et cetera. Tu auras pas le temps de t'occuper de trouver un ortho, pour, finir le cas en cours de ton enfant. Arrive, fais les choses tranquillement, fais tout ce que tu as à faire et ensuite occupe-toi de l'orthodontie de ton enfant. Il y a pas d'urgence, pour aligner, les dents. OK. OK, et justement, si on parle un petit peu des dentistes francophones qui rêvent de venir en Israël, de s'installer en Israël, tu leur dis quoi, voilà, si tu un conseil? Il y en a beaucoup, c'est un sujet, honnêtement, moi, je me souviens à Paris, il y a 1 an, c'était un sujet quasi omniprésent quand tu parles avec les copains, dentistes.
Il y a toujours ce truc de: «Non, mais moi, je veux faire mon alia, mais la qualité de vie, c'est pas la même et c'est dur et il y aura pas de travail» et cetera. Et après, tu as toujours ce gars qui te dit: «Non, mais moi, de toute façon, je travaille super bien. Regarde mon cabinet, à Paris, il est, top niveau. Je vais arriver en Israël, je vais ouvrir un cabinet high level, ultra chic, avec les dernières techniques, et j'aurai tous les Français qui ont de l'argent et tous les expats qui ont de l'argent et l'hébreu, ça viendra après». Je pense que ce gars-là, il a tout faux, sur l'alia des dentistes. Pourquoi? Parce que en fait, tu peux pas espérer, travailler en Israël si ta cible première ne sont pas les patients israéliens. Globalement, j'ai regardé, il y a quelques stats qui peuvent être intéressantes. Dans le centre d'Israël, tu as 20 de la population qui est originaire de l'étranger. Mais en fait, dans ces 20, tu as, les travailleurs asiatiques, les Africains, les Russes et les Occidentaux. Et dans les Occidentaux, tu as les adultes, les enfants, ceux qui ont pas besoin de soins dentaires et ceux qui ont pas d'argent pour faire des soins dentaires. Et dans ce petit pourcentage de gens étrangers qui restent, tu auras toujours ceux qui vont aller chez le dentiste, américain puisqu'il parle anglais initialement, chez le dentiste turc et cetera. Et donc finalement, ta cible de patients, le pool possible de patients que tu vas récupérer, il est si faible que tu peux pas remplir un cabinet avec ça. L'autre chose, c'est se dire que Israël ne t'a pas attendu pour ouvrir des cabinets, high level, dédiés aux expatriés. Il y en a, sauf que ça prend énormément de temps à les ouvrir, mais ils existent. Et ensuite, globalement, sur 100 de dentistes, tu en as que 16 qui sont diplômés de fac israélienne. Ensuite, tu as 40 qui sont comme moi, qui sont des Olim Hadashim et donc diplômés de l'étranger. Et le reste, c'est des dentistes, israéliens qui ont fait leurs études à l'étranger, un peu comme en France. On a les dentistes, d'Espagne, du Portugal et cetera, qui viennent exercer en France par la suite. Donc en gros, tu vas arriver dans le centre d'Israël, il y a déjà de la concurrence. Tu ne cible pas une micro niche de patients puisque ça ne marchera pas ou sinon ça va marcher, mais dans des années. Et l'autre point, je trouve qui est intéressant à partir de ces stats, c'est de se dire qu'en fait, et ton meilleur moyen, d'intégration, une vraie alia d'intégration, elle passe par, 2 choses. Elle passe par le travail, évidemment, et la langue. Comment t'intégrer? Quel Par quel biais tu vas t'intégrer si ce n'est pas par le travail? Au début, quand tu arrives, ton réseau, d'amis, ton cercle amical, ils peuvent pas être israéliens, sauf si tu as de la famille qui vit ici depuis des années et cetera. Mais globalement, comment s'intégrer à l'âge adulte, quand tu fais ton allié à l'âge adulte comme je l'ai fait, si ce n'est pas via le travail, via les collègues, via la discussion avec les patients et surtout via la langue. Donc ne cible pas, ne viens pas sans parler hébreu ou avec des petites notions et ne viens pas dans cet état d'esprit de se dire: «Je vais répliquer ce schéma que j'ai en France parce que moi, je peux pas aller travailler en coupatroline puisque je fais du trop high level». Ouais. Et les Français qui viennent, dans le cabinet, les Umm Khadachim qui connaissent pas forcément le système israélien, est-ce qu'ils sont, on va dire, choqués ou surpris par, le reste à charge? Alors Ou non, ça en ça fait, on l'assimile assez rapidement? Tu as 2 types, de Français. Tu as les Français qui viennent d'arriver et les Français qui sont là depuis longtemps. Et tu vois une vraie différence entre ceux qui sont là depuis, 10-15 ans et ceux qui sont arrivés il y a, 1 an ou 2 ans. Le Français qui arrive il y a 1 an ou 2 ans, quand il reçoit un devis, il comprend pas, il a le seum en gros parce qu'il se dit: «Bon, bah, j'aurais dû le faire en France, il y avait la sécu et cetera», mais il est quand même très content d'être en Israël. Celui qui est là depuis 15 ans, il a complètement assimilé le système. Et globalement, nous, au cabinet, il faut payer l'intégralité du traitement au départ, mais tu as un système de tachloumim. Ça veut dire que tu peux régler en 10 fois le traitement, ce qui est très avantageux. Donc au final, même s'ils doivent payer tout d'un coup, ils comprennent qu'il y a des facilités de paiement, ce qui aide beaucoup les patients, français, surtout quand tu arrives en Israël, tu as beaucoup de dépenses qui arrivent. Donc le fait de pouvoir étaler ton traitement, ton paiement sur plusieurs, mois, ça aide beaucoup. On n'a pas tendance, par exemple, un détartrage, on dit qu'il faut le faire une fois par an, je crois. Ça, est-ce qu'en Isra 2 fois? Ouais, 2 fois par ça an. dépend, mais oui, mais 2 fois Ouais, préférable. 2 fois par an. Mais du coup, est-ce qu'en Israël, tu constates, qu'on est moins discipliné sur ça? Vu qu'on le paye à chaque fois? Alors, moi, travaillant à Ranana, je suis quand même dans un cadre, je suis entre Herzliya, Ranana, des petites villes, assez privilégiées où il y a un super niveau de vie. Donc globalement, mes patients, ils ont une hygiène, top niveau, avec des parents qui sont derrière. Donc je le vois pas, mais j'ai été dans d'autres villes en Israël où peut-être le niveau de vie est un peu moins élevé et en effet, il y a un gros différentiel par rapport à ce que je voyais en France sur la qualité, sur l'hygiène dentaire, ouais, bien sûr. Mais ça, j'ai pas assez de vision globale puisque je travaille uniquement, dans un quartier avec des gens plutôt aisés et qui prennent soin de leur santé et de celle de leurs enfants. OK, d'accord, et tu parles beaucoup des enfants, c'est que tu
Tu es plutôt En or orienté 15 de mes patients ou 90 des patients, c'est des enfants et des ados. oui, d'accord. Ce qui est très sympa, dans la vie de tous les jours puisqu'en fait, on fait on fait que rigoler. On fait que rigoler, je discute, j'apprends des trucs sur leur vie d'ado en Israël, de comment ça se passe. Ils me racontent leurs activités extrascolaires. C'est super sympa. Et on arrive à la fin de cette émission-là. J Ça me fait penser que, tu m'avais raconté que, tu peux passer d'un soldat que tu soignes à une personne complètement différente qui part en mille enfin, tu peux, nous C'est en dire plus? depuis que je travaille ici, j'ai appris un truc sur moi. J'ai toujours été quelqu'un de très empathique avec les patients. J'ai vraiment, je prends le temps de parler, d'essayer de les connaître parce qu'on est amené à se voir vraiment souvent en orthodontie. Mais je trouve que ce côté empathique que j'ai, il est multiplié par je sais pas combien ici. Pourquoi? Parce que tu vas soigner des mecs qui arrivent en uniforme de Tsahal, d'autres qui vont te raconter leur milouïm. Je pense à une patiente qui me montre son fond d'écran et qui me dit: «Voilà, ça c'est mon fils, qui vient de décéder, qui est tombé à Gaza». Ça rajoute du sens quand même, dans le quotidien. Je suis très loin de sauver des vies, hein, mais je trouve quand même que globalement, ça rend le métier encore plus beau que ce qu'il n'est. Et ça au quotidien, je vois, je finis la journée de travail, je suis content. Je Ça a du sens de travailler en Israël, quand on aime à ce point ce pays. OK. J'adore la France également. Ça c'est évident. Mais, je te pose la dernière question qui, au final, va résumer un petit peu tout cet échange. C'est est-ce qu'au final, on est bien soigné en Israël? Je pense que oui. Hem, les Israéliens aiment beaucoup aller chez les dentistes, étrangers, notamment francophones. Il y a un vrai c'est très bien, reçu, je trouve, de leur part et très bien accueilli, pardon, de leur part quand ils savent que je suis français, que j'ai fait les études, la spécialité en France et quand ils me demandent des recommandations de dentistes, ils veulent des dentistes français. Donc moi, je pense qu'on est bien soigné en Israël, notamment par des dentistes, français. Aranana. L'homme prévoit et Dieu en rigole. Hein. C'est parce qu'on parlait on avait une discussion dans laquelle on parlait un peu des projets, de ce qu'on projetait en Israël, quelle était notre vision sur l'ALIA, sur le moyen long terme. Et j'ai mon assistante cette semaine qui est israélienne qui m'a dit cette phrase, qui m'a dit: «Voilà, l'homme pense, se projette et Dieu rit». Et j'ai trouvé ça, génial et que ça faisait vraiment sens à ce qu'on vit quand on est, au Olé Hadash. Tu m'aurais dit il y a 6 ans quand je finissais mes études de dentaire, en fait dans 6 ans tu vas être orthodontiste, dans une langue que tu ne maîtrises pas du tout, 1 an auparavant. Je t'aurais jamais cru. Tu m'aurais dit il y a 3 ans, tu vas faire ton alia et tu vas rencontrer un Vénézuélien ou un Argentin et l'équipe va devenir, hyper bienveillante avec toi et tout va, se mettre bien comme ça l'est aujourd'hui. Je t'aurais pas cru non plus. Et donc en fait, j'essaye dans ma tête de faire des projets sur le moyen long terme en Israël et je me dis: «Bah, en fait, non, juste, va à fond, fais ce que tu aimes faire», donc travailler, être bien, profiter du pays, profiter de l'énergie de Tel Aviv, sortir, rencontrer des gens, heu, aller à Ranana, tous les jours, et rencontrer des patients et soigner et rigoler. Donc en fait, c'est ça mon projet, c'est de continuer sur cette lancée et voilà et de voir ce que l'avenir me réserve. Bravo Daniel, très inspirant. Merci pour, cet échange, et on Merci à retrouve toi. Daniel sur Netive. Je vous mettrai le lien donc, de son profil, directement, en dessous de la vidéo et Daniel, je te souhaite une, très bonne continuation. À très vite et on se tient au courant pour la suite. Merci beaucoup. Salut. Salut.